dilatation de bronche. Donc ça, c'est la radiographie thoracique qui, comme je vous l'ai montré, peut poser le diagnostic de la DDB lorsqu'on voit ces images typiques de DDB cylindrique, de DDB saciforme ou kystique. Mais le gold standard, la référence pour poser le diagnostic de la DDB, c'est le scanner thoracique, c'est la TDM thoracique qui a aujourd'hui supplanté tous les autres examens, dont la bronchographie, dont je vous ai montré les exemples tout à l'heure. Sachez qu'on ne fait plus de bronchographie aujourd'hui. Donc, elle est très, très sensible. Elle va nous montrer des DDB, même des petites dilatations de bronches. Le scanner peut me montrer une dilatation de bronche. S'il en existe une, il pourra nous la montrer. Donc, c'est le gold standard aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup plus sensible que la radiographie thoracique. Si la radiographie thoracique est suffisante et évidente dans des cas, comme je vous ai montré le dossier, enfin, l'image de tout à l'heure, ben, ce n'est pas le cas de tous les patients. Donc, aujourd'hui, le scanner est l'examen de référence. Et il a plusieurs intérêts. Il va nous confirmer, nous montrer la dilatation de bronche, donc un intérêt dans le diagnostic positif. Il va également nous préciser le diagnostic morphologique de la DDB. Est-ce que c'est une dilatation de bronche cylindrique, moniliforme, kystique? Est-ce que j'ai plusieurs formes de DDB? On peut avoir des formes associées, d'accord? Et elle va également être intéressante pour préciser si la dilatation de bronche est localisée ou diffuse. Elle peut également être intéressante dans le diagnostic étiologique de la dilatation de bronche. Je vais vous montrer quelques exemples. Elle pourra pister et nous montrer les complications de la DDB, notamment les complications infectieuses. Et on utilise également le scanner thoracique, principalement l'angioscanner thoracique, donc avec une injection, pour voir dans les hémorragies, dans les hémoptysies importantes, de grande abondance, pour essayer de voir il est où ce vaisseau qui saigne dans les bronches et pour proposer un traitement via une embolisation lorsque l'hémoptysie est de grande abondance et elle engage le pronostic du patient. Le scanner peut est également intéressant dans le suivi dilatation de bronche. Bien. Alors, ici, je vous montre un exemple d'une patiente. C'est une dame qui est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde séropositive. Elle est sous traitement. Et elle nous a été adressée parce que les rhumatologues ont fait une radiographie thoracique dans un cadre X, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, sur la radiographie thoracique que vous avez ici, ils ont suspecté un syndrome interstitiel et ils ont raison. Ce n'est pas évident ici. Là, la dilatation de bronche n'est pas évidente. J'ai des réticulations, j'ai des lésions qui sont au niveau des bases, qui sont au niveau de la périphérie. Mais quand on fait le scanner chez cette même patiente, finalement, c'est une dilatation de bronche. Comme vous le voyez bien ici, sur les coupes scanographiques, j'ai la dilatation de bronche qui est saciforme, qui est kystique, d'accord, avec carrément par endroits des bronches qui sont pleines par les sécrétions. Donc, vous voyez bien que le scanner thoracique est beaucoup plus sensible que la radiographie thoracique qui peut passer à côté du diagnostic. Donc là, ici encore, la même image un petit peu, on voit encore mieux la dilatation de bronche ici et là. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on va voir sur le scanner thoracique? On peut avoir des signes directs. Les signes directs, c'est tout simplement on va voir les éléments qui nous permettent de poser le diagnostic de DDB. Alors, quels sont les critères directs de DDB sur un scanner? Soit on va voir une bronche qui est plus dilatée que son artère. Rappelez-vous, hein, l'anatomie, principalement dans le poumon, qu'est-ce qui se passe? La bronche, elle est toujours accompagnée par son artère. Et lorsque la bronche est plus dilatée que l'artère,
c'est ce qu'on appelle un rapport bronche sur artère supérieure à 1. Ça, c'est le principal signe direct qui va nous permettre de poser le diagnostic de la dilatation de bronche. Deuxième signe direct, c'est si on suit cette bronche, elle va perdre cet effilement bronchique. Rappelez-vous, là aussi, dans l'arbre bronchique, plus les bronches se divisent, plus elles diminuent de calibre. Or, si les bronches se divisent et elles vont garder le même calibre, voire elles vont avoir un calibre plus important, c'est ce qu'on appelle la perte de l'effilement bronchique. Et enfin, normalement, à 1 cm de la plèvre, on ne doit plus voir de bronches. Si on voit toujours des bronches à 1 cm de la plèvre, c'est-à-dire que ces bronches-là sont dilatées. Et ce sont les signes directs de la dilatation de bronche. Les autres signes indirects, un peu comme sur la radiographie thoracique, c'est l'épaississement de la paroi bronchique, on va avoir des parois qui sont épaissies. Lorsqu'on voit des sécrétions à l'intérieur qui sont coincées à l'intérieur des bronches, ce qu'on appelle les impactions mucoïdes, si on a un trouble de ventilation et si on a des signes d'atteinte des petites voies aériennes. Donc, je vais vous montrer les signes 1 à 1. Regardez ici, c'est ce qu'on appelle l'aspect en bague à chaton. Lorsque le diamètre interne de la bronche devient supérieur à celui de l'artère. Regardez-moi cet exemple-là. J'ai une bronche dont le diamètre est beaucoup plus important que sa petite artère. C'est un peu comme une bague. C'est pour ça qu'on a appelé ce symptôme une bague à chaton. C'est-à-dire, là, voilà l'anneau de la bague et voilà le chaton de la bague ou le diamant de la bague si vous préférez. Donc, c'est l'aspect de bague à chaton, c'est-à-dire le rapport diamètre de la bronche sur l'artère qui est supérieur à 1. C'est le premier signe direct qu'on va chercher au scanner thoracique. Voilà, je vous l'ai mis en grand pour que vous le voyez bien. Deuxième signe direct, c'est cette perte d'effilement. Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de la division bronchique, normalement, le calibre des bronches doit diminuer au fur et à mesure. Or, ici, vous voyez bien que cette bronche-là, eh ben, elle va garder le même calibre, hein? Bien qu'elle se divise, elle va garder le même calibre. C'est l'absence de diminution de calibre d'une bronche sur au moins 2 cm de longueur. C'est le deuxième signe direct, c'est-à-dire la perte de l'effilement bronchique. Troisième signe direct, c'est-à-dire, regardez, normalement ici, je suis à moins de 1 cm de la plèvre et je continue à voir des bronches. Je ne devrais plus les voir. À 1 cm de la plèvre, normalement, je ne suis plus censée voir de bronches. Et lorsque je continue à avoir des bronches, à ce moment-là, c'est un signe direct de dilatation de bronche. Alors, les autres signes associés, c'est l'épaississement bronchique. Ce sont les impactions mucoïdes. Regardez là, on voit bien une lumière bronchique. En fait, ici, ce sont des bronches qui sont pleines de sécrétions. C'est ce qu'on appelle les impactions mucoïdes. Là, ici et même là. Ce sont des sécrétions qui remplissent les bronches. Hein? Alors, je l'arrive, voilà. Bronchique. Ce sont les impactions mucoïdes. Regardez là, on voit bien une lumière bronchique. En fait, ici, ce sont des bronches qui sont pleines de sécrétions. C'est ce qu'on appelle les impactions mucoïdes. Là, ici et même là. Ce sont des sécrétions qui remplissent les bronches. Hein? Alors, je l'arrive, voilà. Un autre signe associé, regardez ici, j'ai un collapsus du lobe moyen. Voilà. Ici, j'ai de la dilatation de bronche qui est ici, qui intéresse tout le lobe moyen, qui est tout ratatiné, tout collabé. Il est totalement détruit par la DDB. Hein, et donc, c'est le collapsus du lobe moyen. Par ailleurs, je vois que ce patient ou cette patiente, je ne sais plus, a également de la dilatation de bronche au niveau du lobe inférieur. Donc,
vous voyez bien que le scanner va pouvoir me dire est-ce que je suis sur une DDB localisée ou une diffuse, va permettre déjà d'abord le diagnostic positif de la dilatation de bronche en mettant en évidence les signes positifs, les signes directs et les signes indirects, mais il va également être un élément clé dans le diagnostic étiologique. Alors déjà, il va dire si je suis sur une DDB localisée ou une DDB diffuse. Elle va me montrer si la DDB intéresse uniquement un lobe ou bien tout le poumon. Et puis, il va également me dire, est-ce que je suis devant une DDB de traction, des bronchectasies par traction, et ça, c'est une entité à part, je ne vais pas en parler, mais juste pour vous dire que c'est des DDB qui sont secondaires, là, le problème n'est pas au niveau des parois bronchiques, mais au niveau d'un phénomène fibrosant autour. Et puis, il va me dire, est-ce que j'ai des DB qui sont à prédominance supérieure, inférieure, centrale, et c'est un élément qui peut être important dans les diagnostics étiologiques. Donc, le diagnostic, le type anatomique, les sièges et l'extension, la complication et les étiologies. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple d'un patient qui était hospitalisé au service pour un abcès pulmonaire. Et là, le scanner, il va nous montrer l'abcès. Le voici. Mais il va également montrer que ce patient a une dilatation de bronche diffuse, bilatérale, elle intéresse tous les lobes. Vous avez ici tous les signes, la perte des filaments, la bague à chaton, d'accord? Et puis la complication qui est ici l'abcès pulmonaire. Ici, l'intérêt du scanner thoracique dans le diagnostic étiologique. Regardez là, c'est une patiente qui a une dilatation de bronche. Regardez ici, la perte des filaments bronchiques. Mais le scanner avec les coupes de reconstruction multiplanaire va nous montrer qu'il y a quelque chose à l'entrée de la lobaire inférieure gauche. Dans le cas de cette patiente ou de ce patient ou de ce cas, de cette observation, c'était une tumeur carcinoïde qui a fini par boucher, par obstruer la lobaire inférieure et a entraîné le développement de la dilatation de bronche. Ici, c'est un corps étranger, d'accord? C'est un corps étranger qui a été retiré. Et sur ce cas-là, c'est plutôt une dilatation de bronche avec des signes de micronodules qui témoignent d'une infection active. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est le scanner a permis de mettre en évidence une structure calcique ici. C'était une broncholidiase. Par exemple là, le scanner va nous montrer une dilatation de bronche qui intéresse le lobe supérieur droit avec des bronchectasies et ça typiquement c'est la dilatation de bronche post-tuberculose, séquelaire de la tuberculose. Vous devinez ici la présence d'adénopathie calcifiée et là les lésions qui siègent au niveau du lobe supérieur droit. Alors, un autre exemple ici, c'est un jeune patient qui présente de la dilatation de bronche. Alors aussi, vous avez toutes les images de la dilatation de bronche. Vous avez l'épaississement des parois, vous avez l'image en bague à chaton, vous avez la dilatation de bronche cylindrique avec une prédominance qui est supérieure, d'accord? Et pour le cas de ce patient, c'était une mucoviscidose. Ici, un autre exemple, là aussi l'intérêt de scanner dans le diagnostic étiologique de la dilatation de bronche. Vous avez vu, là maintenant vous êtes armé pour reconnaître les dilatations de bronche. Ce sont ces lésions qui sont kystiques, bilatérales, diffuses. Mais en plus, chez cette dame, c'est une dame, une patiente, on voit qu'il y a en plus de la dilatation de bronche, il y a une dilatation des bronches périphériques, il y a une dilatation des bronches principales et une trachéomégalie qui est un petit peu tortueuse. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Mounier-Cole. Alors ici, c'est un autre exemple d'une jeune patiente de 17 ans qui est suivie au service. On voit bien ici que c'est une dilatation de bronche monstrueuse. Regardez avec moi, ces lésions kystiques, bilatérales, avec certaines de ces lésions, regardez, elles sont pleines de sécrétions et elles vont apparaître comme une opacité, comme des opacités, comme une densité liquidienne ici. D'accord? Ce sont tout simplement des bronches qui sont pleines de sécrétions, d'accord? Et donc là, regardez, la DDB qui diffuse bilatérale. Et chez cette patiente, en fait, c'est une dyskinésie ciliaire primitive avec une atteinte sinusienne. Et c'est une dame, c'est une jeune fille chez qui le diagnostic a été posé parce qu'elle fait des infections de pneumonie à répétition. Donc là, c'est vraiment ces exemples-là pour vous illustrer l'importance du scanner thoracique
aussi bien dans le diagnostic positif, dans le diagnostic morphologique, dans le diagnostic étiologique, pour évaluer l'étendue des lésions et pour chercher les complications. Je suis devant une dilatation de bronche. Quelle est ma démarche de diagnostic étiologique? Quels sont les examens que je dois réaliser chez ce patient pour essayer de trouver l'étiologie de cette dilatation de bronche? Je vais commencer par la fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique est essentielle dans le diagnostic étiologique lorsque je suspecte une cause locale. Et quand est-ce que je suspecte une cause locale? Lorsque je suis devant une dilatation de bronche localisée. Le message ici est clair. Devant toute dilatation de bronche localisée, la fibroscopie bronchique est indiquée systématiquement. On doit réaliser pour chercher une cause locale. Et ça peut être un corps étranger, comme ici, c'est le cas d'un enfant avec une cacahuète, d'accord? Ça peut être une tumeur carcinoïde, hein, comme on le voit ici, sur ce bourgeon tumoral rouge framboisé qui saigne très très rapidement. C'est important parce que ce sont des patients, dans le cadre du corps étranger, on doit proposer une extraction du corps étranger via une endoscopie rigide. Et dans le cas de la tumeur carcinoïde, ce sont des patients qu'on doit faire opéré par les chirurgiens pour enlever la tumeur carcinoïde et le lobe détruit par la DDB. Et puis la fibroscopie bronchique a d'autres intérêts. Elle a un intérêt lorsque les patients sont en surinfection et ils sont très très encombrés, d'accord? Et ça va permettre de faire des aspirations, nettoyer, aspirer les sécrétions bronchiques et c'est très important notamment chez les patients qui sont candidats à une chirurgie, ça va améliorer la qualité la qualité des poumons, ça va permettre d'aspirer les sécrétions, les préparer à la chirurgie et donc éviter les complications post-opératoires qui sont principalement infectieuses. Ça va également nous aider, par exemple, lorsque j'ai un patient porteur d'une dilatation de bronche diffuse et qui saigne, qui fait des hémoptysies. On peut là aussi aller voir par voie endoscopique et essayer de voir où est-ce qu'il saigne. Est-ce qu'il saigne au niveau du lobe supérieur droit, du lobe supérieur gauche, de la lobaire moyenne, etc. Ça aussi, ça va aider également la prise en charge thérapeutique et orienter, par exemple, le chirurgien si on va proposer la chirurgie ou bien le geste d'embolisation si on va proposer une embolisation. Ça va permettre de réaliser des prélèvements protégés. Par exemple, je vous donne un exemple, un patient avec une dilatation de bronche qui est en infection et en surinfection et qui ne répond pas à une antibiothérapie probabiliste. Il faudra peut-être aller chercher ces sécrétions et les étudier pour voir s'il est colonisé à un germe particulier. Les autres examens complémentaires qu'on va réaliser vont bien évidemment dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est devant une DDB localisée ou est-ce qu'on est devant une DDB diffuse? Et quelle est l'hypothèse étiologique qui est la plus importante? On va faire une radio des sinus à la recherche des dyskinésies ciliaires comme le cas que je vous ai présenté tout à l'heure, mais également on pourra demander d'autres examens en fonction du contexte. On va chercher la mucoviscidose en réalisant le test à la sueur et l'étude génétique à la recherche de la mutation du gène CFTR, par exemple, lorsque j'ai un enfant avec la dilatation de bronche diffuse, avec une prédominance des lobes supérieurs, parfois avec une symptomatologie digestive, parfois avec des cas similaires dans la famille, par exemple. Et donc, il faut qu'on cherche la mucoviscidose, qui est une étiologie qui n'est pas rare, hein, qui n'est pas rare surtout dans notre contexte, dans le pourtour méditerranéen. On va par exemple on va demander une électrophorèse des protides et une immunoélectrophorèse des protides, par exemple si je suspecte un déficit immunitaire comme invariable. Je vais demander un bilan immunologique lorsque j'ai une dilatation de bronche et j'ai ma patiente qui présente également des signes systémiques type arthralgie, par exemple, inflammatoire. Je pense à une polyarthrite rhumatoïde, je pense à un lupus, etc. Donc, les autres examens complémentaires vont être fonction du contexte clinique. Bien, et à ce moment-là, vous voyez bien que le diagnostic, les bilans à demander ne sont pas exhaustifs. Il y a beaucoup de choses à demander au fur et à mesure en fonction de la suspicion diagnostique. Quels sont les diagnostics différentiels de la dilatation de bronche? Alors, le diagnostic différentiel va se poser soit à l'étape clinique, c'est-à-dire que je n'ai pas d'imagerie, soit à l'étape de radiographie thoracique. Mais en général, lorsque j'ai un scanner thoracique, j'ai posé mon diagnostic de dilatation de bronche et il n'y a pas beaucoup de place pour le diagnostic différentiel.
Donc, lorsque je suis dans une étape clinique, quelles sont les pathologies qui peuvent entraîner toux et expectoration chronique? Vous les connaissez, ça peut être la bronchite chronique et notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive, d'accord? Là aussi, la bronchite chronique et la BPCO, c'est une maladie des bronches. Elle va entraîner une inflammation des bronches, une hypersécrétion des bronches, mais vous comprenez bien que le diagnostic de la BPCO est totalement différent que de la DDB. On va faire un scanner, on ne va pas trouver des DDB. On va faire des EFR, on va trouver un trouble ventilatoire obstructif. On va trouver sur le scanner des emphysèmes, de l'emphysème par exemple. Donc c'est un autre tableau. L'asthme hypersécrétant, dans les formes cliniques de l'asthme, on a effectivement des formes où l'asthmatique est hypersécrétant, c'est-à-dire il produit beaucoup de sécrétions et le premier symptôme qui amène le patient à consulter, c'est peut-être pas les gènes respiratoires, mais c'est la toux chronique et les expectorations. Et puis, il y a une entité particulière, bien que je vous ai dit que c'est une maladie, que les symptômes sont chroniques, eh bien, il y a une forme histologique du cancer qui est le carcinome bronchiolo-alvéolaire, plus récemment, je dois changer cette nomination, l'adénocarcinome lipidique, c'est-à-dire c'est un cancer du poumon, c'est un adénocarcinome du poumon qui a un développement beaucoup plus lent. Il va se développer au niveau des cellules alvéolaires et parmi les symptômes de cet adénocarcinome lipidique, c'est la toux chronique et les expectorations qui sont très très abondantes. À l'étape de la radiographie thoracique, de la radiologie, le diagnostic différentiel va se poser comme le cas que je vous ai mis, hein, la dame avec la polyarthrite rhumatoïde, avec la pneumopathie infiltrante diffuse, qui peut prêter à confusion à l'étape radiographie thoracique. Bien. Quel est le bilan lésionnel? Maintenant, on a la clinique, on a confirmé le diagnostic par la réalisation soit à l'étape radiographie thoracique ou à l'étape scanner thoracique. Quel est le bilan lésionnel et quel est le bilan de retentissement? Donc, parmi le retentissement qu'on doit chercher, c'est le retentissement respiratoire. Vous imaginez bien, j'ai une DDB sur l'atteinte pulmonaire, donc doit rechercher le retentissement respiratoire. Cependant, il y a un élément qui est très très important. C'est qu'on ne doit rechercher ce retentissement respiratoire qu'en état stable. Il n'est pas concevable et il n'est pas intéressant, voire un petit peu ridicule, de rechercher le retentissement alors que mon patient est en poussée infectieuse. Ça, c'est un point. Le deuxième élément important à prendre en considération, c'est de faire ce bilan de retentissement respiratoire après une séance de kinésithérapie et de drainage. Pourquoi? Parce que pour ne pas fausser les résultats de mon exploration fonctionnelle respiratoire. Donc vous comprenez que ce bilan va reposer sur l'aspirométrie. Et l'aspirométrie va mettre en évidence le trouble ventilatoire obstructif. Alors, exactement comme de l'asthme, comme la BPCO. Cependant, et vous comprenez très bien pourquoi. Parce que la dilatation de bronches a entraîné des bronches qui ont perdu leur rigidité. De ce fait, quand mon patient va expirer lors de la manœuvre réalisée en spirométrie, les bronches vont se collaber et ça va se traduire par un trouble ventilatoire obstructif. Bien. Cependant, ce n'est pas comme de l'asthme, c'est-à-dire que la réversibilité n'est pas complète, elle serait éventuellement partielle. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire une séance de kiné ou une bonne séance de drainage avant la réalisation de spirométrie. Car, imaginez avec moi, si je fais ma spirométrie chez un patient encombré, il fait mes tests pré-bêta 2, d'accord? J'ai un trouble ventilatoire obstructif. Mais la manœuvre que j'ai réalisée pour faire ma spirométrie va s'apparenter à une kinésithérapie respiratoire. Et de ce fait, mon patient va vidanger, vers sortir ses sécrétions. D'accord? Et le trouble ventilatoire obstructif était plutôt le témoin d'une obstruction par les sécrétions. Et lorsque je vais réaliser mon test au bronchodilatateur, je vais avoir une réversibilité qui est très importante. C'est une fausse réversibilité parce qu'elle est plus due à la levée d'obstruction par les sécrétions qui ont été drainées que par une véritable réversibilité, une dilatation bronchique. Ça, c'est d'un côté. La spirométrie peut également me montrer un syndrome, ce qu'on appelle mixte, de l'obstruction, mais également de la restriction. Pourquoi je vais avoir de la restriction? Parce que tout simplement, je vais avoir, comme je vous l'ai montré, dans l'étude radiologique, des zones qui sont non ventilées, qui sont totalement atélectasies. Ça, c'est concernant le premier examen qui est la spirométrie. On peut également avoir recours à des examens très importants, très intéressants. Le plus important à mon sens, c'est le test de tolérance à la marche.
je vais évaluer le retentissement de la dilatation de bronche lors d'un effort sous-optimal, c'est-à-dire le test de tolérance à la marche. Tout bêtement, je vais faire marcher mon patient à son rythme normal et je vais suivre l'évolution de la saturation en oxygène par un saturomètre au fur et à mesure de la marche. On va faire ça, on le fait de manière régulière au service et donc vous aurez l'occasion de voir ça au service. Évaluer si mon patient désature alors qu'il marche ou pas. Alors, est-ce qu'on fait des gaz du sang? Alors, la gazométrie artérielle, on va l'utiliser pas chez tous les patients, vous comprenez bien, mais surtout lorsque j'ai une saturation en oxygène qui est basse, c'est-à-dire en général, lorsque une saturation qui est inférieure à 92-90%, je vais évaluer par des gaz du sang qui vont me montrer la pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2 et la saturation exacte, et également lorsque mon patient arrive au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Donc ça, c'est le retentissement respiratoire. Maintenant, je vais également évaluer le retentissement cardiaque. On va également rechercher le retentissement cardiaque. Alors là aussi, cet état d'insuffisance respiratoire et d'infection respiratoire chronique va avoir un retentissement sur le cœur et notamment sur le cœur droit. Et de ce fait, on va avoir de l'hypertension artérielle pulmonaire et une dilatation des cavités droites. Et on va pister ça, on va chercher ça chez les patients qui ont une dilatation de bronche le plus souvent plutôt diffuse de bilatérale. On va réaliser un avis cardio, un examen cardio, le CG et l'écho-cœur. Et l'écho-cœur dans l'objectif de montrer une insuffisance cardiaque droite, une dilatation des cavités droites et mesurer l'hypertension, la pression de l'artère pulmonaire. Le retentissement rénal, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir, le retentissement rénal. Eh bien non, n'oubliez pas que ce sont des patients qui font des infections à répétition. Et ces infections à répétition vont finir par entraîner l'amylose rénale. Et donc à ce moment-là, au cours du bilan d'un patient porteur de dilatation de bronche particulièrement diffuse et bilatérale, on va faire une protéinurie de 24 heures à la recherche donc d'une amylose, d'une déperdition protéique et compléter éventuellement par une biopsie des glandes salivaires pour mettre en évidence les dépôts amyloïdes. Je vous l'ai déjà dit, la prise en charge d'une dilatation de bronche ne se conçoit pas si on ne piste pas tous les foyers infectieux. Pourquoi on doit les chercher? Parce que si on ne cherche pas les foyers ORL, les foyers dentaires, eh bien, les patients vont avoir un ensemencement continu des bronches par les germes et à ce moment-là, un patient qui sera toujours en surinfection. Alors, dernière étape, quelle est l'évolution de cette maladie et quelles sont les complications de la dilatation de bronche? Alors, les complications, la principale complication qu'on craint et qui va conditionner conditionner le pronostic en qualité de vie du patient, altérer profondément sa qualité de vie, entraîner la pérennisation de la dilatation de bronche, entraîner les complications rénales que je viens de citer, ce sont les exacerbations infectieuses. Comment on va définir ces exacerbations? Sachant que ce sont des patients qui sont tousseurs chroniques et qui ont des expectorations de façon abondante et chronique. Et souvent, ces expectorations sont muqueuses, mucopurulentes, voire purulentes. D'accord? Et donc, on va retenir l'origine infectieuse devant ces éléments-là. Lorsque j'ai une augmentation du volume des expectorations, et ça les patients vous le diront très bien, ils savent, ils connaissent leur dilatation de bronche et ils savent que en général, ils reconnaissent qu'il y a plus d'expectorations, il y a une augmentation du volume des expectorations. Lorsque les expectorations sont de plus en plus purulentes, lorsque la toux est aggravée. Alors, si ces symptômes, si ces trois éléments-là sont en plus accompagnés par un syndrome fébrile, lorsque c'est votre patient, vous le connaissez bien et vous voyez que vous le suivez, vous le suivez pour sa DDB et vous voyez qu'il y a une augmentation des règles bronchiques, à ce moment-là, vous avez des éléments en faveur de l'exacerbation d'origine infectieuse. On peut également avoir cette exacerbation ou découvrir ces exacerbations infectieuses chez des patients qui sont déjà au stade de complications, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui de l'abcès pulmonaire, ou lorsque j'ai un patient avec un épanchement pleural, ou bien tout simplement chez des patients qui ont une altération d'état général ou une asthénie qui apporte. Alors,
ces patients-là vont être colonisés à des germes. Ils vont faire des infections respiratoires à répétition. Ils vont prendre des antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques, de manière fréquente. Le risque là, c'est de voir émerger un germe particulier qui va complètement changer le profil et l'évolution de la maladie. Et ce germe, c'est le Pseudomonas aeruginosa ou le pyocyanide. C'est un germe qui est particulier. Pourquoi? Parce que, regardez comment il est fait. Il a une capsule polysaccharidique. Cette capsule polysaccharidique va faire qu'il va être de plus en plus armé et résistant aux antibiotiques que les patients vont prendre. Et donc, c'est un germe qui va être de plus en plus sélectionné. Il va pouvoir se développer de manière plus importante. Le problème avec le Pseudomonas, c'est que quand il est là, eh ben, il reste. Eh ben, il reste, il va coloniser et on a du mal à l'éradiquer des bronches des patients, surtout ces bronches qui sont vraiment propices au développement du Pseudomonas. D'où l'intérêt de faire des examens cytobac, des crachats, pour essayer de voir quels sont les germes qu'ont nos patients, qu'a le patient en dilatation de branche, pour bien donner la bonne antibiothérapie et pour guetter, pister la survenue du Pseudomonas aeruginosa. Et puis, il y a les autres complications, nous en avons parlé. Les complications hémorragiques, ce sont des patients qui font souvent des hémoptysies. Et donc, les hémoptysies sont souvent au décours de surinfection bronchique et on va traiter en traitant l'infection et en les traitant de façon médicale. Généralement, on gère très très bien ces hémoptysies. Elles peuvent être de grande abondance et à ce moment-là, c'est une prise en charge qui va être multidisciplinaire, faisant appel à nos amis radiologues interventionnels qui pourront emboliser les vaisseaux qui saignent. L'insuffisance respiratoire, et ça c'est l'étape terminale, ce sont des patients qui vont finir par devenir insuffisants respiratoires chroniques et nécessiter ainsi un appareillage, soit l'oxygène, soit oxygène avec ventilation non invasive. L'insuffisance cardiaque droite, et là aussi c'est une complication à guetter des patients qui ont dilatation de bronche, le plus souvent bilatérale et diffuse, et l'amylose rénale, on en a parlé. Nous en arrivons à presque la fin de ce chapitre, c'est-à-dire les principes thérapeutiques. Nous avons deux volets, le traitement médical et le traitement chirurgical. Commençons par le traitement médical et les principes de traitement. La base du traitement médical de la dilatation de bronche, c'est assurer un bon drainage des sécrétions. Si mes patients ne sont pas tout le temps encombrés, si les sécrétions ne restent pas dans les bronches, plus on a de sécrétions dans les bronches, plus elles vont entretenir l'inflammation, plus elles vont se surinfecter, plus elles vont appeler les germes et plus on aura des infections. Donc, le message clé, c'est le bon drainage des sécrétions. Et le bon drainage de sécrétions se base sur quoi? Sur la bonne kinésithérapie respiratoire. À la limite, c'est le meilleur traitement, c'est la kinésithérapie respiratoire. Cette kiné, vous devez savoir la faire, la faire apprendre. Enfin, il faut que le patient apprenne à faire sa kiné tous les jours, plusieurs fois par jour, chez lui à domicile. D'accord? Donc, c'est peut-être des expectorations dirigées, des drainages de posture. Elle doit être régulière, quotidienne, voire même pluriquotidienne. En général, on dit aux patients, vous levez le matin, tu te lèves, tu fais ta toilette matinale, brosse les dents, etc. Ben, tu fais ta toilette bronchique en même moment. Le soir, pareillement. D'accord? Et voire plusieurs fois par jour. Alors, parfois, les sécrétions sont tellement abondantes et collantes qu'elles ont du mal et on doit toujours demander aux patients de bien s'hydrater. On peut également s'aider par les bêta-2 mimétiques qui vont améliorer la clairance mucociliaire. Une bonne kiné, un bon drainage va limiter les complications infectieuses et donc va retarder le maximum l'évolution vers l'insuffisance respiratoire.
Deuxième volet du traitement médical, c'est traiter les surinfections bronchiques, les surinfections de la dilatation de bronches, les surinfections bronchiques, et éviter les complications et traiter les complications, c'est-à-dire une antibiothérapie. Mais de grâce, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Ce sont des patients qui toussent tout le temps et qui ont des expectorations le plus souvent mucopurulentes. N'oubliez pas les critères que je vous ai cités pour retenir une origine infectieuse des exacerbations. Une origine infectieuse des exacerbations. Donc, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Elle doit être mise en route lorsque j'ai documenté mon infection. N'hésitez pas à demander des ECBC. Quand on donne des antibiotiques, l'antibiothérapie seule n'est pas concevable. On doit l'associer à la kinésithérapie respiratoire. Chez ces malades, parfois, ils sont dépassés et c'est à ce moment-là qu'on va faire appel au kinésithérapeute pour les aider. Et puis, le troisième volet du traitement médical est un traitement préventif. C'est essentiel dans la prise en charge, la prévention et l'éducation. On doit éduquer notre patient, c'est-à-dire on doit lui expliquer qu'est-ce qu'il a comme pathologie. On ne va pas lui donner un traitement qui va faire disparaître ses expectorations quotidiennes. Donc, on va lui expliquer ce que c'est qu'une dilatation de bronche. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quel est l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire? Comment il doit faire pour faire cette kinésithérapie respiratoire? Qu'il doit s'hydrater de manière correcte et quotidienne. La prévention, l'arrêt du tabac, le sevrage tabagique, ce sont des poumons qui sont fatigués, qui sont fragiles, qui sont sièges de dilatation de bronches. Elles ne peuvent pas supporter un autre toxique. Alors, là aussi, la dilatation, les patients qui sont porteurs de dilatation de bronches sont éligibles à la vaccination. Alors, la vaccination antigrippale, qui est annuelle, et la vaccination anti-pneumococcique. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, le traitement des portes d'entrée, le traitement dentaire, des chicots dentaires et le traitement des infections ORL. Quatrième volet, c'est le traitement des complications. Alors, les complications, c'est-à-dire les hémoptysies, ça peut commencer par le traitement de l'origine de l'hémoptysie, c'est-à-dire la surinfection, donc par les hémostatiques associés à l'antibiothérapie. Et puis, quand l'hémoptysie est de grande abondance, on peut faire appel, comme je viens de le dire, aux radiologues interventionnels qui vont réaliser d'abord un scanner injecté, puis une artériographie. Cette artériographie va mettre en évidence le vaisseau, cette plage d'hypervascularisation systémique qui saigne. Et le radiologue interventionnel va pouvoir mettre à l'intérieur des emboles, des petits emboles qui va boucher ces petits vaisseaux et donc arrêter l'hémoptysie. Vous comprenez que c'est un traitement purement symptomatique. Ça ne traite en rien la dilatation de bronche, mais ça traite l'hémoptysie. On peut arriver à l'extrême de la chirurgie d'hémostase. C'est une chirurgie qui est vraiment de très très mauvais pronostic. Imaginez-vous avec moi un patient fatigué, avec une dilatation de bronche et diffuse bilatérale, avec des hémoptysies de grande abondance, chez qu'on va opérer et chez qui on va enlever un bout de poumon. Vraiment, c'est vraiment le dernier des derniers recours. Et puis, on doit traiter la cause de l'hémoptysie. On peut avoir une infection bactérienne, on peut avoir une greffe tuberculeuse, on peut avoir une greffe aspergillaire, d'où l'intérêt d'aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le chapitre sur la fibroscopie bronchique, aller pister les sécrétions, aller les chercher et voir quel est le germe qui pousse. Une des complications les plus sévères de la dilatation de bronche, c'est l'insuffisance respiratoire chronique terminale. Hélas, elle n'est pas rare. On a pas mal de patients qui vont se présenter chez qui la maladie va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique. Alors, cette insuffisance respiratoire chronique terminale, soit elle est purement hypoxique, c'est-à-dire que le problème est que j'ai que une hypoxémie, c'est-à-dire une PaO2 qui est inférieure à 55 mm de mercure. Chez ces patients-là, on va prescrire une oxygénothérapie de longue durée, c'est-à-dire qu'ils vont devoir avoir de l'oxygène au minimum 18 heures par jour. Soit ce sont des patients qui vont avoir une hypoxémie, c'est-à-dire une PaO2 inférieure à 55 mm de mercure, mais également une hypercapnie, c'est-à-dire une pression partielle en CO2 qui est supérieure à 45 mm de mercure. Et ces patients-là vont être donc éligibles, en plus de l'oxygène, à une ventilation non invasive pour essayer de vidanger le CO2. Traiter les complications, c'est également drainer une pleurésie purulente, c'est également traiter l'insuffisance cardiaque droite, le plus souvent par des médicaments de l'Azilix, de l'Aldactone par exemple, et
rarement, lorsqu'on a un poumon détruit, la pneumonectomie chirurgicale. Quelle est la place du traitement chirurgical? Vous comprenez bien, et ça c'est l'élément le plus important. À qui on va proposer une chirurgie? La chirurgie ne peut se concevoir que si cette chirurgie va améliorer le patient, d'accord? Si elle va arrêter les symptômes. C'est-à-dire que la chirurgie ne va se concevoir que dans les formes localisées qui sont symptomatiques et qui sont mal tolérées. D'accord? Si j'ai une forme localisée mais qui est totalement asymptomatique, la chirurgie n'est pas indiquée. Pardon. On peut également proposer la chirurgie dans les formes localisées bilatérales ou exceptionnellement dans les hémoptysies récidivantes massives qui ne répondent pas au traitement médical ou à l'embolisation. Avant de proposer le patient au chirurgien, il faut faire le bilan lésionnel complet, il faut faire le bilan étiologique complet, il faut faire un bilan fonctionnel exhaustif, c'est-à-dire les explorations fonctionnelles respiratoires, le retentissement cardiaque, le retentissement rénal. Il faut préparer le patient à la chirurgie, il faut bien un bon drainage bronchique, pardon. Il faut qu'il soit bien drainé, une bonne kiné, souvent des ECBC pour voir quel est le germe et parfois une fibroscopie bronchique. La chirurgie est réglée, c'est-à-dire que le chirurgien va proposer soit une lobectomie, soit une segmentectomie. La morbidité n'est pas négligeable, d'où l'intérêt d'une bonne préparation du patient. La mortalité, quant à elle, est très très faible. Donc, si je veux conclure, la dilatation de bronche est une pathologie qui est fréquente, mais hélas sous-estimée. Souvent, on a des patients qui arrivent à un stade tardif et ce n'est pas concevable, alors que le moyen de diagnostic, la clinique est parlante et les moyens de diagnostic sont simples, la radiographie thoracique, le scanner. C'est-à-dire qui sont aujourd'hui accessibles et très répandus. L'étiologie, le bilan étiologique doit être réalisé, doit être exhaustif, mais souvent on n'arrive pas à poser le diagnostic étiologique. La clinique est très suggestive et elle suggère le diagnostic. La DDB est confirmée par l'imagerie thoracique. Elle peut entraîner des complications graves. La chirurgie qui peut régler le problème dans les formes localisées n'est hélas pas toujours possible. La base du traitement est la kinésithérapie respiratoire, l'éducation thérapeutique et la prévention. Je vous remercie.